Bonjour et bienvenue à Pack de Pod Rugby Podcast, votre clubhouse audio. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et peut-être vous avez noté que nous avons un nouveau logo. Oui, New Year, New Look. Donc un grand merci à Alban qui nous a fait un grand travail sur le logo, sur le design. Je trouve ça superbe. Merci beaucoup Alban. Alors j'espère que vous avez bien aimé notre dernier épisode. Donc c'était un Retro Rugby Classics France-Nouvelle-Zélande 2007. Nous avons pu faire ça entre deux confinements à Paris en studio. C'était vraiment un moment sympa. Donc j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas si vous n'avez pas écouté de revenir là-dessus. Pour aujourd'hui, on est super content de vous présenter un autre super interview. Là, vous allez découvrir Philippe Gardon. C'est un monsieur avec une histoire super intéressante. Actuellement, il travaille à La Rochelle avec le Stade Rochelet, où il est responsable de préparation physique depuis 2019. Il était à l'ASM Clermont avant ça. Nous avons déjà parlé avec lui dans l'épisode 25 sur la reprise de rugby après le confinement. Mais en fait, Philippe, il vient du monde de foot US. Il était en fait le troisième Français d'aller aux États-Unis pour tenter sa chance au NFL. Il a un sacré parcours, une chemin de vie super intéressant que nous allons découvrir ensemble. Pour nous donner un avant-goût, j'ai pensé que ça serait intéressant d'entendre un de ses anciens teammates, ses anciens coéquipiers sur l'équipe de France de foot US, et avec lequel j'ai eu le plaisir de jouer. Donc voici Damien Signori, qui va nous présenter pendant une minute un peu le personnage que nous allons découvrir ensemble. Salut Thierry, écoute, je suis super content que vous ayez interviewé Philippe, qui a été un coéquipier pendant de nombreuses années en équipe de France de football américain, qui est un ami. Vous allez vraiment découvrir un personnage haut en couleur, tant sur le point de vue humain, ce que j'apprécie énormément chez lui, que sur le point de vue sportif. C'est pas seulement un joueur de football américain, vous allez découvrir, il a été en équipe de France de ski, en équipe de France de bobsleigh, il a joué au rugby, donc au-delà d'être un professionnel dans une discipline, c'est un vrai athlète. Voilà, c'est quelqu'un de combatif qui a la rage de vaincre, qui a toujours l'envie de gagner, de partager ça. C'est vraiment un leader et c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez lui. On a partagé pas mal de souvenirs ensemble sur le plan sportif. On a eu bien sûr la première médaille de l'équipe de France aux Jeux mondiaux World Games de Duisbourg en 2005. Et là, ça a vraiment été une aventure humaine pour tous les joueurs, qui soient professionnels en NFL Europe ou dans des clubs en Europe ou simplement amateurs. Je crois qu'on a vraiment partagé des moments inoubliables là-dessus, mais je suis sûr qu'il va vous en parler un peu plus. Voilà, en tout cas, je suis impatient de pouvoir écouter tout ça et à très vite. Merci Damien, et bon, on n'a pas pu couvrir tous les sujets, mais j'ai passé un super moment. Voici mon entretien avec Philippe Gardon. Pack de potes, terrain 10. Ok, je suis très content d'être là avec Philippe Gardon. Philippe, merci d'être de retour chez nous à Pack de Potes. La dernière fois, tu m'as dit que tu as commencé dans le rugby à Marseille avec une légende, donc c'est Jonah Lomu. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire sur lui? Merci Thierry, merci de m'accueillir. Écoute, c'est vrai que c'était une chance d'avoir John Alomou comme première expérience en tant que préparateur physique. Écoute, une petite histoire sur lui. C'était quelqu'un qui revenait de se battre vis-à-vis de la maladie. Il a essayé de véhiculer un petit peu cet état d'esprit auprès de ses coéquipiers, auprès du staff, dans le sens où oui, c'était le guerrier qu'on connaissait sur les terrains, qui dominait physiquement, mais aussi il avait ce caractère à l'intérieur qui faisait de lui un combattant hors norme, hors du terrain. Et c'est de ça que je me rappellerai de lui. C'est beau, c'est un guerrier dans deux sens en fait, physiquement et mentalement. Ouais, les vrais champions en général sont forts dans la tête aussi. Oui, c'est vrai. Tiens, parfait, on va parler un peu de rugby plus tard, mais on va démarrer par la foot US, parce que c'est là où toi, tu as démarré. J'aimerais bien aussi dire merci à Richard Tardis qui nous a mis en contact. Nous avons eu l'opportunité de parler avec lui par rapport à son parcours dans la NFL, et toi aussi, tu étais le troisième Français d'aller à la NFL. Est-ce que tu peux lui mettre un petit mot sur Richard Tardis pour toi? C'était qui? Pour moi, Richard, ça restera le pionnier, hein, le joueur qui est passé par l'université américaine, chose que moi je n'ai pas fait. Le joueur qui a encore aujourd'hui le record de sac de l'université de Georgia Bulldogs, le joueur qui a évolué au New England Patriots, et pour moi ça restera
je pense, un modèle à suivre pour la future génération, puisque moi, le chemin que j'ai pris n'a pas été le même et il n'existe plus le chemin que j'ai pris. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, Oui. Richard restera aussi pour moi un athlète hors norme parce qu'il a évolué dans différents sports au très haut niveau. Il était en équipe de France jeune de rugby. Il est allé aux États-Unis pour étudier. Bon, je ne vais pas refaire son histoire. Il est passé chez toi, mais en gros, pour moi, c'est un athlète hors norme qui a fini par avoir la chance aussi d'être capitaine de l'équipe des Eagles, de l'équipe américaine sur une Coupe du Monde. Donc voilà, au niveau du rugby. Donc en fait, lui, on parle de double profil. Je pense que en étant français, on est un peu obligé d'avoir ce double profil parce que la culture nous ramènera au rugby si on parle de sport de combat collectif. Lui, il est parti du rugby, il est passé par le foot américain, il a refini au rugby. Moi, j'ai commencé par le foot américain dans des petits clubs en France. J'ai évolué quasiment toute ma carrière sur le foot américain, mais j'ai fini sur du rugby à 13 et je suis aujourd'hui dans le rugby à 15. Donc, voilà ce qui restera dans ma tête de Richard, c'est clairement un athlète qui a eu une superbe carrière dans différents sports. Toi, tu es sorti de cette communauté de foot US en France. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de jouer chez les Molos à Asnières et aux Falcons de Bran. Je pense que nous étions sur le même terrain à un certain moment dans les années 2000. Est-ce que tu peux nous mettre un petit mot sur qu'est-ce que c'est le communauté de foot US? Parce que nos écouteurs, ils sont fans de rugby, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette communauté de foot US en France? Il y a environ 20 000 licenciés en France. Ça évolue chaque année. J'ai pas les derniers chiffres exacts et j'espère que les puristes ne m'en voudront pas s'ils sont pas exacts, mais ça doit pas être loin. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça évolue de façon constante et permanente. L'encadrement est meilleur aujourd'hui que ce qu'il n'était avant, est plus compétent. Et donc, aujourd'hui, c'est un sport mineur, le foot américain en France. On ne va pas se le cacher. Quand on parle de gros gabarits qui veulent faire un peu des sports de combat, ou en tout cas où il y a du contact, évidemment, il y a le rugby qui rentre en premier. Il y a le hockey qui arrive rapidement. Et puis aujourd'hui, le handball est un des sports qui a formidablement bien marché depuis 15 ans et qui a aussi pris de très gros gabarits parce qu'il y a du contact au handball et ça, c'est intéressant. Mais voilà, c'est un petit sport qui n'est pas médiatisé ou peu médiatisé. En tout cas, le championnat français est médiatisé via des plateformes qui sont assez spécifiques. Il faut aller chercher les images si on veut les voir. On ne tombe pas dessus par hasard. Et c'est un sport qui vit pour moi aussi grâce à l'image qui est véhiculée par la NFL aujourd'hui, c'est-à-dire que la NFL est de plus en plus médiatisée sur les chaînes, différentes chaînes, qu'elles soient payantes ou pas. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des retransmissions sur les chaînes en clair. Et ça aide au développement du foot américain français. Mais voilà, après, malheureusement, bien qu'il y ait des résultats avec l'équipe nationale, ce sport reste petit et il reste petit parce que c'est pas un sport professionnel et que tous les sports qui ne sont pas professionnels, qui n'ont pas de ligue professionnelle, eh bien, restent petits, on le sait. Et même quand on voit du volley qui est un sport professionnel où les joueurs gagnent leur vie, eh bien, là encore, pour en voir du volley, eh bien, il faut au moins que la France figure très bien sur des championnats internationaux et encore. Donc voilà, c'est un petit sport qui se bat, mais qui a une âme et on dit souvent que le rugby a des valeurs de sport collectif par excellence, d'entraide, de partage. Et je dirais que moi, ayant eu la chance de pouvoir faire partie des deux mondes et de toujours essayer de garder un pied dans les deux mondes, eh bien, je peux dire que le foot américain a les mêmes valeurs.
Ouais, c'est vrai que j'adorais, j'étais surpris en fait en venant des États-Unis déjà c'était super, à 25 ans j'ai pu remettre le casque et tout ça et jouer de foot américain. Bah, c'était impossible aux États-Unis de faire ça pour moi Mm. parce que normalement on joue au lycée et après l'université si on est super bon, moi j'étais pas super bon hein, donc Ouais, euh, et j'étais toujours passionné, pardon, j'étais toujours surpris de voir le passion des personnes qui étaient vraiment passionnées et aussi qui connaissaient en fait parce que le foot le foot US c'est quand même très tactique. J'aimerais mm. bien parler de toi quand même et ta évolution dans ta carrière parce que toi, tu jouais le position de linebacker. Donc, d'ailleurs, c'est le meilleur nom au niveau de position en foot US. Je pense que linebacker, c'est joli. Pour expliquer un peu la position, c'est assez polyvalent. C'est un peu la capitaine de la défense. Il y a un lecteur de jeu, il y a un sens stratégique. Il faut défendre la course. Donc, il y a des gros, on va dire, il faut être assez physique devant les mecs qui pèsent à 130 kilos, voire plus. Et en même temps, être assez rapide pour couvrir des gens qui courent rapidement. J'espère que j'explique bien la position. Ouais. Toi, comment tu as réussi très vite? Tu étais le meilleur dans ta position en France. Tu étais le meilleur linebacker français. Tu étais sur l'équipe de France. Mm. Comment tu expliques ta disposition, on va dire, ou ta super performance par rapport à ce sport? J'ai eu la chance de pratiquer beaucoup de sports et dont un qui m'a pris. En fait, il y en a deux qui m'ont beaucoup marqué. Allez, trois. J'ai commencé avec le judo, donc j'ai appris à tomber. Et apprendre à tomber, Oui. c'est peut-être bizarre quand on parle de vouloir rester debout, mais quand on arrive à tomber, qu'on arrive à se remettre vite sur les pieds, eh bien, on gagne déjà un élément. Deuxième chose, c'était que j'ai fait de l'athlétisme et de l'athlétisme petit. Hein, je parle de tout petit. J'ai pas fait ça en compétition. Mais l'athlé, c'est simple. Hein. Pour moi, je le résume à apprendre à sauter, apprendre à courir, apprendre à lancer. Et lancer, toutes les positions ne le font pas au foot américain, mais par contre, sauter et courir, oui. Donc déjà, quand on a des bonnes bases, c'est plus facile. Et puis après, le troisième sport qui m'a construit, c'est le ski. Et là, le ski, on parle de force sur les jambes, de coordination, de force excentrique, puisque dans les virages, dès que ça va vite, il faut pouvoir retenir son effort et exploser derrière. On parle d'efforts continus qui durent, et puis rester explosif sur la fatigue. Et on parle d'équilibre. Et tout ça, ça a développé des qualités chez moi qui ont permis d'être considéré comme, et ce ne sont pas mes mots, c'est ce que les entraîneurs m'ont dit quand je suis arrivé, comme un athlète à qui on devait apprendre les règles et non pas comme quelqu'un qui connaît les règles à qui on doit apprendre à être un athlète. Et c'est plus rapide Mhm. d'apprendre les règles et de jouer que de devenir un athlète. Et Oui. et il y a un truc qui m'a marqué, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance aussi, encore une fois, c'est toute une histoire de chance, des gens qui nous encadrent et qui sont autour de nous. Quand j'ai commencé, j'étais très jeune. Enfin, non, justement, je n'étais pas très jeune, mais j'étais plus jeune que ceux qui étaient autour de moi. J'ai commencé à 16 ans, donc c'est pas très jeune. Mais je n'ai évolué qu'avec des gens qui avaient plus que 19 ans quasiment autour de moi, parce que l'équipe junior on a dû jouer 4 matchs dans l'année, donc j'allais m'entraîner avec les seniors. J'avais pas le droit de jouer les matchs avec eux. Et on m'a expliqué le sport de façon très simple. Au poste de linebacker, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut pouvoir défendre contre le jeu de course, donc plaquer, et en même temps pouvoir couvrir un receveur si c'est ta responsabilité. Et il y a un gars qui m'a dit très clairement, écoute, le foot américain, ta position, c'est très facile. Si c'est une course, tu vas au ballon, tu vas faire le plaquage. Et si c'est une passe, tu vas au ballon et tu vas faire le plaquage. Et moi, finalement, j'ai retenu ça jusqu'au plus haut niveau. Et si on arrive à faire ça, eh ben, on est bon. Super. Donc, il me semble que c'est chez les Argonautes où, en fait, tu as gagné des premiers championnats de France. Moi, j'ai eu l'opportunité de jouer contre eux avec les Monos. Et j'étais un peu surpris. Il y avait vraiment des gens dans le stade, il y avait des pom-pom girls et tout. C'était vraiment super chouette de jouer là-bas. Mais en même temps, comme tu as dit, bah, le foot US, ce n'est pas un sport pro en France. Donc, tu faisais quoi à côté, en fait? Ah, j'étais étudiant. J'étais étudiant. Mhm. C'est vrai qu'on avait la chance, nous, à Aix, ça va sembler ridicule, mais première division, finale de championnat de France, on devait avoir 4000 personnes. Donc, c'était 4 à 5000. Mais avant moi, il y avait plus de monde. Mhm. Mais pour revenir à ce que je faisais, ben moi, j'étais étudiant. Tout simplement, j'ai commencé sur une fac de sport et c'est là où, de toute façon, j'étais à fond dans le sport. Et puis, comme j'étais enfin, je considérais que j'étais déjà dans le sport de haut niveau. J'étais en équipe de France, j'ai fait l'équipe de France jeune, j'étais en équipe de France senior.
j'avais pas du tout en tête de devenir professionnel parce que le chemin pour devenir professionnel était quasiment impossible à cette époque-là. Et j'avais pas envie d'être catégorisé comme uniquement dans le sport, en fait. Donc, j'avais pris l'option management du sport. Et j'avais même, quand j'étais à Aix-en-Provence, j'étais à la fac à Marseille, à Lumini. Et j'avais même bifurqué sur une école de commerce dans le management du sport international. Et en même temps, tu montes un peu en grade, comme tu dis, tu es parti de l'équipe de France junior vers le senior, et après, il y a un moment où que la NFL Europe t'appelle. Donc aujourd'hui, la NFL Europe n'existe plus. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'était à l'époque de la NFL Europe, où c'était beaucoup en Allemagne, tu es parti en Allemagne? Ouais, la NFL Europe, effectivement, c'était une ligue qui était sponsorisée par la NFL. Donc, chaque équipe injectait 1 million d'euros dans une ligue de développement en Europe. Il y a 32 équipes en NFL. Ça faisait 32 millions à injecter chaque année, sachant que connaissant les salaires et les masses salariales et les budgets de chaque équipe, c'était une goutte d'eau dans leur budget. Et ça permettait de développer des joueurs américains qui revenaient soit de blessures ou qui manquaient un petit peu de temps de jeu, qui étaient remplaçants, mais on voulait voir à quoi ils allaient ressembler dans des situations de match. Donc, c'était une façon pour eux d'évaluer les joueurs américains. Et puis, comme c'était en Europe, d'en profiter pour faire une petite pub sur la NFL et développer la notoriété de la NFL. Donc, les joueurs étaient alloués par des équipes NFL, ça veut dire qu'ils étaient prêtés par les New England Patriots, les Pittsburgh Steelers ou les Miami Dolphins. Et ils performaient sur une ligue au printemps pour ensuite revenir sur l'été avec l'équipe qui les avait alloués. Et parmi ces équipes-là, il y avait 6 à 8 non-américains qui participaient et qui faisaient partie du roster. Et les non-américains, c'était les Mexicains, les Japonais et les Européens, puisque les Canadiens ne faisaient pas partie de ces non-américains. Ils étaient considérés comme américains parce qu'Amérique du Nord. Voilà. Ouais, ok. Ok. Et donc toi, à ce moment-là, donc tu joues en Allemagne, quand même, c'est cool, je dirais, tu es jeune, tu commences à toucher un peu d'argent aussi, tu vis ailleurs, dans un autre pays. Est-ce que tu es genre avec un objectif super fixe, où tu dis, je vais arriver à la NFL, ou est-ce que tu es plutôt dans le mode, bah tiens, je m'amuse, je vais faire ça, et voir où est-ce que ça me ramène? Non, mais en fait, c'est même plus. T'as raison, c'est une super question parce que en 2002, je fais partie de l'équipe de France senior. On fait une campagne de qualification pour les championnats du monde. On gagne tous nos matchs de la campagne et là, il y a des scouts, donc des recruteurs de la ligue de la NFL Europe qui viennent me voir à la fin des sélections, enfin à la fin du championnat de pré-qualification pour les championnats du monde que l'on gagne. Et ils viennent me voir et ils me disent, écoute, on aime bien ton style, on pense que tu as une chance pour être professionnel. Est-ce que ça t'intéresse de venir tenter ta chance pour passer pro en NFL Europe? Et là, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'étais étudiant et les chances que ça t'arrive, elles sont tellement minimes que je t'avoue qu'à cette époque-là, je ne rêvais pas à ça. Aujourd'hui, j'encourage les jeunes à rêver à ça, mais moi, à cette époque-là, je me disais que c'était impossible. C'était à la télé qu'on regardait les pros. Donc, quand je suis passé en NFL Europe, j'ai dit, bah, écoute, ouais, je vais continuer mes études à distance, mon double projet, et puis je vais voir je vais prendre ce que j'ai à prendre. Donc, honnêtement, c'était prendre ce que j'ai à prendre, faire du fun, mais je l'ai pris très au sérieux en même temps parce que ça devenait un métier. Parce que là, comme tu l'as dit, je commençais là, c'était un métier, je gagnais de l'argent avec. Et j'ai tout de suite mordu. Et puis, ça s'est vite très bien passé. Après, j'ai eu très rapidement des blessures qui m'ont empêché d'évoluer pendant quasiment 1 an et demi, entre tibia péroné cassé, claquage au mollet, etc. Mais pendant 1 an et demi difficile, après mes débuts qui avaient très bien marché, et puis après beaucoup mieux après. Oui, donc tu quand même, avec les Centurions de Cologne, tu gagnes le titre d'NFL Europe, mais aussi côté perso, tu es MVP défense. Je pense que tu es meilleur plaqueur deux fois. Je pense que tu es le premier non-américain de faire ça, donc bravo. Et tous ces efforts, ça paye finalement, parce que la NFL t'appelle. Et donc là, tu as quoi, 26, 27 ans? Ouais, 26, 27, ouais. 27. D'accord.
Et donc, en fait, tu passes pas par le draft comme Richard Tarditz. Si vous connaissez le NBA draft, on connaît que ce système, c'est les universitaires qui sont choisis par les équipes. Donc, ça marche comment? Donc, tu es engagé directement par les Redskins de Washington ou ça marche Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis passé directement en tant que free agent. C'est agent libre. C'est-à-dire que la draft en foot américain, elle est uniquement pour les joueurs qui sortent d'université. Aucun joueur n'est drafté comme au basket, comme un Tony Parker qui n'était pas aux États-Unis en collège, mais qui sortait de l'INSEP et qui a été drafté quand même. Ça, aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas. C'est arrivé, hein, mais ça n'existe quasiment pas. Donc, très, très compliqué et impossible. Et surtout, quand tu as été joueur professionnel, puisqu'on était joueur professionnel en NFL Europe, tu ne peux plus être drafté. Donc, de toute façon, à partir du moment où tu as évolué dans une ligue professionnelle, je n'ai pas drafté. Donc, voilà, je suis passé par le système. Qui c'est qui veut de moi et puis va faire tes preuves, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que tu trouves que tu étais plutôt bien reçu dans la NFL, dans le sens que tu es différent, tu es un cas unique quand même, ou est-ce que les gens n'étaient pas du tout attentifs à ça? Alors, il y a eu deux réactions complètement opposées. Je me suis surpris justement à analyser ça un peu plus tard. Je me suis rendu compte qu'il y avait une partie des joueurs qui disaient bon bah c'est qui ce mec, il vient du soccer, c'est pas possible, il vient du football. Ouais. C'est un Français, on joue pas au foot américain là-bas. Il y en a d'autres qui connaissaient un petit peu plus et qui disaient la NFL Europe, bon, moi j'ai des copains qui ont joué en NFL Europe, il a fait ça, ouais c'est bien, il est le meilleur joueur, MVP, ce que tu veux. On va voir, on va le challenger un petit peu, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et puis il y avait la réaction des médias, où là aussi deux réactions complètement différentes, un peu l'histoire à l'américaine où le rêve américain, quoi. Le mec vient de nulle part, il arrive, il va jouer au NFL alors qu'il est français. Il y a 5 ans, jamais de la vie, il pensait être pro. Et l'autre côté qui me pose plus de questions sur la guerre en Irak et pourquoi la France supporte pas les États-Unis sur le déploiement des forces américaines en Irak. Ah, c'est pas les moments des Freedom Fries et tout ça, on voulait pas utiliser le mot. Ouais, c'est ça. Il y avait les Freedom Fries, il y avait le coup de tête de Zidane en finale de la Coupe du Monde. Et il me posait des questions sur qu'est-ce que je pensais du coup de tête de Zidane en finale. Il a craqué. Enfin bon. Donc du coup, j'ai eu de tout et de rien. J'ai eu de l'admiration et j'ai eu on s'en fout un peu de toi. Raconte-nous un petit peu plus sur le reste. Voilà. Ouais, ok. Bon, quand même, tu arrives à chez moi, en fait, en Caroline du Nord, avec des Panthers à Charlotte. Et en fait, c'est marrant parce que j'habitais à Spartanburg. Et c'est là, normalement, où tu as joué. Tu étais à Wofford, peut-être, à Spartanburg. Ouais, Wofford College. J'habitais là aussi. Okay. Donc, est-ce que tu as pu aimer Charlotte ou est-ce que tu as au moins goûté le barbecue? Oui, j'ai goûté le barbecue, c'est-à-dire que j'avais la chance aussi d'être dans une équipe où il y avait quand même des vétérans. J'ai sympathisé avec certains joueurs et dont Steve Smith, un receveur légendaire de Carolina, qui m'a fait visiter un petit peu parce que si tu veux, quand ces mecs-là, ils se rendent compte aussi du trajet que tu as fait quand ils se rappellent de ce que ça coûte d'arriver à ce niveau-là. Et ils se disent qu'en n'étant pas américain, en n'étant pas passé par l'université, en ayant accepté tous les sacrifices que j'ai acceptés parce qu'ils savent ce que ça représente d'aller jusqu'à ce niveau-là, il y a les joueurs qui sont cadres se rendent peut-être plus encore compte de ceux qui ont galéré que les autres, parce que les autres galèrent encore. Donc en fait, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ceux qui galèrent. Mais les joueurs cadres, eux, ils s'en rappellent. Et donc voilà, j'étais bien accueilli par des joueurs comme ça qui m'ont fait visiter et qui m'ont fait découvrir la nourriture locale et les coins qu'il fallait. Donc ouais, non, c'était cool. Steve Smith, ça me donne le frisson. C'était vraiment c'est un héros, Charlotte, Steve Smith, c'est sûr. Tu m'étonnes. Mais Jack Delhomme aussi, qui parlait cajun. Oh yeah, Jake the Snake, yeah, cool. Voilà, et les cajuns
voilà, il essayait de me parler français. Alors, il y a des fois, il y avait d'autres coachs aussi qui parlaient un peu cajun. Je comprenais pas tout ce qu'ils disaient. Ils disaient, je te parle français. Ouais, d'accord. Pas sûr. Excellent. Donc, quand même, c'est un moment de haute pression, cette pré-saison, cette training camp. En gros, il y a quoi? Il y a 75 mecs qui se bagarrent tous pour un spot. Ça va se devenir Ouais, c'est 53. 91 au départ, Ah oui, ok, d'accord. 75 après le premier cut, 53 après le Ouais. deuxième. D'accord, donc c'est vraiment haute pression. Si des écouteurs sont intéressés par ça, ils peuvent chercher HBO. Ils avaient une émission qui s'appelle Hard Knocks et qui ça montre vraiment la pression que c'est d'être dans des training camps. Donc là, en fait, tu as la bonne taille physiquement, tu as des qualités athlètes, tu as de l'expérience, tu es prouvé en NFL Europe, tu es meilleur plaqueur en NFL Europe, mais ça ne poursuit pas. Et je sais qu'en NFL, bon, des équipes sont connues pour être super conservatifs, ils n'aiment pas prendre des risques. Est-ce que tu n'étais pas gardé parce qu'ils ne voulaient pas prendre un risque sur un Frenchie? Est-ce que c'était une question d'âge? Selon toi, c'était quoi? Ah, écoute, je vais te donner l'histoire telle qu'elle s'est passée. À l'époque, c'était John Fox, le head coach. Et il m'appelle en direct. C'est pas le player personnel, le directeur du player personnel qui m'appelle. Et il me dit, écoute, d'habitude, je vois pas tout le monde. À l'époque, il voyait pas tout le monde. Maintenant, les coachs, les head coachs voient quasiment tout le monde. Mais à l'époque, il voyait pas tout le monde. Il me dit, écoute, d'habitude, je vois pas tout le monde, mais là, j'aimerais que tu viennes dans mon bureau. J'aimerais t'expliquer deux, trois trucs et tout. Bon, il me reçoit. Il me dit, écoute, je vais aller direct. Euh, on va pas te garder. Aujourd'hui, tu as 27 ans. Il m'a donné le nom d'un autre joueur qui a 23 ans. Il m'a dit, lui, il a 23 ans, il est moins bon que toi, toi, tu es meilleur. Mais on espère que dans 4 ans, il sera meilleur que toi. C'est-à-dire qu'à 27 ans, il sera meilleur que toi à 27 ans aujourd'hui. Et on n'a Ouais. pas besoin que tu joues aujourd'hui parce qu'on a des titulaires. Tu ne joueras pas titulaire si on te garde. C'est pour que tu sois remplaçant, que tu joues sur les unités spéciales qui sont sur les changements de possession de balle. Et donc, très clairement, il m'a dit c'est une décision business, c'est pas une décision de niveau. Aujourd'hui, tu as fait partie de nos recrues qui nous ont surpris le plus. On ne s'attendait pas à ce que tu arrives à ce niveau-là, mais voilà, la vraie histoire, c'est ça. Je t'encourage à pas lâcher, etc. Bon, après, c'est le discours un peu politique. Et moi, j'avais eu la même remarque à Washington, j'avais eu la même remarque ici. Je me suis dit, écoute, j'aurais pu continuer à mes 27, 28 ans. On est sur si les recrues, à moins que tu sois titulaire indiscutable, ce qui n'était pas le cas, ils m'ont très bien fait comprendre et c'était logique. Hein, je veux dire, enfin, en tout cas, c'était ce que eux pensaient, c'était leur analyse. Moi, j'arrivais à un point où mentalement, j'arrivais plus à le faire tout seul. J'avais besoin de retrouver un peu ma famille, j'avais besoin de retrouver mes amis. Soit ça marchait et ça marchait comme ça, soit j'avais besoin de reprendre un coup de souffle et j'avais pas envie de, de, de tout continuer à sacrifier à mon âge. Oui. J'aurais pu, hein, encore une fois, hein, il y en a qui le font et peut-être ça marche. Il y a des histoires, il y a des love stories, il y a des histoires formidables, mais il y a aussi beaucoup de mecs qui finissent sur la paille. Et j'ai pesé le pour et le contre. Et je me suis dit que j'avais atteint ma pseudo-limite, quoi. Donc, j'ai quand même pris l'opportunité que j'ai eue par mon agent de finir au Canada sur une expérience en CFL, mais, euh, mais ça s'est arrêté là. Mais c'est un sacré voyage quand même. J'aimerais bien aller un peu plus en détail par rapport à ton expérience là des États-Unis, mais je sais que tu dois partir bientôt. Ta carrière d'athlète, il n'est pas fini. Tu continues aussi avec le rugby à 13. Tu reviens en France, tu rejoues avec Ouais, le Flash, qui est aussi une autre équipe mythique de foot US en France. ouais. Et quelque part en 2012, tu deviens aussi commentateur pour les matchs NFL sur beIN Sport. Comment tu as trouvé ce travail? Un ami qui était en charge justement du foot américain sur beIN, qui s'appelle Samir Hamoudi, Oui. qui était également un des pionniers sur la NFL Europe, à avoir évolué en NFL Europe au Barcelona Dragons, un des meilleurs DB de France. C'est lui, c'est mon ami, voilà, et qui m'a dit, écoute, je sais qu'en ce moment, tu as un peu de temps. Tu t'occupes, enfin, je m'occupais, du coup, j'étais revenu sur le développement du foot américain à l'international avec la fédération internationale. Et il me dit, si tu veux, beIN, c'est une nouvelle chaîne de sport. On a les droits de la NFL. Est-ce que ça t'intéresse de commenter avec moi? Et feu. J'ai commencé et puis j'ai jamais arrêté. Là, cette année, le Covid m'a empêché d'y aller cette année, mais ça faisait depuis 2012, j'avais pas raté une saison.
Donc, j'ai une question. Est-ce que tu as besoin d'un Américain avec un accent fort pour joindre l'équipe de Be In? Parce que je peux être vraiment le mec pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai téléphoné à George Eddy et il m'a dit surtout ne fais pas ça. Non, non, je plaisante. Écoute, si tu es comme toi, si tu viens de là-bas, enfin, par exemple, si moi je venais à faire la NFL analyst pour une télévision américaine, j'aurais toujours mon petit accent français. Et t'as beau parler très bien, tu vas le garder. Donc en fait, je sais pas si c'est un plus ou pas un plus. En tout cas, moi j'ai été bercé par ça aussi via Georges qui Ouais, commentait c'est un légende sur en français. Canal. Et, et puis après, j'ai eu enfin voilà, et j'ai eu la chance de commenter avec des mecs qui commentaient sur Canal que je regardais commenter ou Ouais. des journalistes qui étaient venus faire des reportages sur moi pour Canal et puis j'ai fini par commenter avec eux. Et ça, c'était une belle histoire, mais non, l'accent, c'est un jeu. Écoute, j'ai posé la question à mes anciennes collègues, mes anciens coéquipiers des Falcons. J'avais deux questions que je voulais poser à partir de Facebook. En fait, il y a Mathias Avalé qui demande, selon votre expérience, Mr. Gardon, il est très poli, que pensez-vous qui manque au club français, au foot US, pour atteindre un niveau d'activité proche à celle de l'Autriche et de l'Allemagne? Waouh, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais si on veut aller dans le détail, l'Allemagne et l'Autriche n'ont pas de rugby à haut niveau. Donc Mhm. ça, c'est le premier point que je verrai. Deuxièmement, donc pas de rugby de haut niveau, ça veut dire que les gros gabarits, quand ils veulent faire un sport de combat collectif, ils vont se faire le handball en premier et vers le foot américain en deuxième. Mhm. Le deuxième chose qu'il pourrait y avoir, c'est culturellement, les Américains, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se sont implantés en Allemagne notamment et ont développé ce sport. C'est-à-dire qu'il y a une vraie culture du football américain là-bas. Parce que les Américains se sont basés carrément en Allemagne pendant un temps et ont amené leur sport. Et donc, les Allemands ont un petit peu repris la suite. Et la troisième chose, je dirais que, et c'est encore en cours de développement, mais il y a un semi-professionnalisme qui existe déjà. Les Mhm. infrastructures sont beaucoup plus développées de par l'intérêt médiatique qu'il peut y avoir, puisqu'il y a un tout petit peu de place. Les télévisions, en tout cas les chaînes spécialisées, se sont déjà intéressées au, au foot américain. Et, et je pense qu'ils étaient en avance sur nous il y a 20 ans. Ils étaient en avance sur nous il y a 10 ans. Ils sont un petit peu en avance sur nous aujourd'hui encore. Mais je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est clairement des infrastructures dignes de ce nom pour qu'on puisse accrocher télévisuellement des téléspectateurs et donc faire venir par la suite des spectateurs et des sponsors. Et c'est un peu le chien qui se mord la queue. Qui c'est qui vient en Ouais. premier? Ça, aujourd'hui, il faudrait l'analyser beaucoup plus en détail. Mhm. Donc, les Américains, ils sont arrivés avec le Coca-Cola, le chewing gum, ça a marché en France, mais le foot américain, non. Non, mais Écoute, ils sont pas restés à l'après-guerre en France, voilà, les Américains. c'est ça. Allez, Pierre Pod, il pose la question, il voulait avoir ton avis sur l'effet que le NFL reste fermé aux joueurs non universitaires et aux Européens en général, avec la comparaison à la NBA, avec la G League et d'autres sports, même le baseball par exemple. Pourquoi ça reste fermé comme ça? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi, personnellement, je me demande, tiens, quelle est leur stratégie à l'international, la NFL, par rapport à la NBA qui est devenue vraiment internationale? Ah, clairement, si on n'a pas passé par l'université, le foot américain, c'est un sport qui demande tellement de connaissances et de vécu que les coachs ont besoin de savoir par qui tu as été coaché et quelle expérience tu as eue. Aujourd'hui, on l'a dit, le foot américain n'est pas un sport professionnel. La chose qui se rapproche le plus de l'université américaine, c'est l'université mexicaine et l'université canadienne. Il y a des Canadiens, il y a des Mexicains en NFL, mais ils passent par des universités. On connaît les coachs connaissent le pédigré de ces joueurs via le pédigré des coachs qui leur ont appris des choses.
Ils ont besoin de confiance quand on investit autant d'argent sur des joueurs. Aujourd'hui, les pré-saisons, elles vont se raccourcir, c'est sûr. On l'a vu cette année avec le Covid, il n'y en a même pas eu un match de pré-saison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tester les joueurs, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne des gens sûrs. Et quand on vient d'une ligue européenne, on compare avec… Oui, tu as dominé la ligue européenne, super, mais c'était une ligue amateur où les mecs, ils étaient boulangers le matin, ils se sont levés à 4 heures du matin. Ou alors, c'est pas péjoratif, mais ce que je veux dire, c'est de l'amateurisme. Donc, je trouve ça logique financièrement, on n'investisse pas autant sur des joueurs qui ne sont soit pas pros, soit pas vécu les mêmes choses. Moi, j'encourage, si les mecs sont prêts et veulent faire une carrière en NFL, il faut absolument passer. Je dirais qu'Anthony Mangou a montré la voie à beaucoup de jeunes Français, passer par du junior collège, exceller en junior co, être recruté par une grosse fac, exceller dans une grosse fac, avoir une chance d'être recruté pour un camp d'entraînement et après signer le gros contrat. Mais ça, c'est la plus grosse marche que nous, Français, on a du mal encore à valider. Ouais, donc, c'est d'aller là-bas à 18 ans et faire sa carrière là-bas, en fait. C'est ça la solution. Je sais que tu dois partir là très bientôt et j'ai plein de questions par rapport au côté rugby parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ça encore. Peut-être je garde ça pour un autre moment. J'ai juste deux questions alors par rapport au rugby. Donc aujourd'hui, tu es préparateur physique. Donc pour moi, à La Rochelle, c'est quand même du très très haut niveau. Il y a des joueurs qui viennent vers toi pour être dans la meilleure forme possible. C'est des internationaux. C'est important pour eux et pour leur carrière. J'imagine que c'est un peu de stress pour toi quand même. Donc ton travail, c'est de les aider à être au top de leur forme. Et comment est-ce que toi, tu restes au top de ta forme au niveau de ta métier, on va dire? Ah, c'est cool, c'est une bonne question ça. Ouais, clairement, moi je me vois comme facilitateur de performance. Je suis là pour accompagner les joueurs et étayer le projet de jeu du coach et que les joueurs puissent exceller dans le projet de jeu du coach. Donc moi, comment je reste au sommet de ma forme, c'est clair, il faut toujours se remettre en question par rapport à ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et c'est pas parce qu'on a gagné des matchs qu'on doit rien changer. Donc se remettre en question, se documenter, écouter des podcasts et carrément aller au contact des gens qui nous inspirent. Donc voilà, je contacte beaucoup de monde aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, à Pack de Potes, on a des sources. J'ai entendu des sources sur tes techniques spéciales. Quelqu'un dans l'équipe, je nomme pas de nom, mais il m'a dit que tu avais une technique spéciale où il fallait porter un maillot de bain imprimé peau de serpent dans la salle de muscul. Est-ce que c'est bien ça? Les joueurs sont très créatifs. Donc, quand on omet quelque chose ou qu'on fait une erreur dans l'équipe, il y a une roue qui tourne. Des fois, on peut tomber sur le slip léopard en muscu, évidemment. Donc, c'est une belle expérience à vivre, que ce soit en tant que coach ou en tant que joueur. Je vous le recommande si jamais vous avez l'occasion. Écoute, j'ai plein d'autres questions et j'ai passé vraiment un très très bon moment avec toi, Philippe. C'est un grand plaisir. Merci de partager ce moment avec nous et très bonne réussite pour cette année aussi. C'est une super année pour La Rochelle. Merci Thierry, merci pour l'invitation et c'était un plaisir quand tu veux. Donc encore un grand merci à Philippe. J'aimerais bien le re-inviter un jour parce que j'ai pas mal de questions encore. Allez, merci beaucoup à nos chers écouteurs. Merci d'être là avec nous tous les 2 semaines. Nous serons de retour le 3 février pour se préparer pour ce 6 Nations. N'oubliez pas de partager, de liker et de mettre un petit 5 sur 5 sur Apple Podcast. Si vous mettez un petit review, on lira pour notre prochain épisode. Bon, merci à tout le monde et à très bientôt. Bisous, bye bye.